Le soulagement à Boston après que les deux hommes suspectés d'être responsables du double attentat du marathon ont été mis hors d'état de nuire. Tamerlan Tsarnaev, 26 ans, a été abattu. Son cadet Dzhokhar est lui toujours à l'hôpital dans un état grave mais stable. On reviendra sur les événements des dernières heures dans ce journal. La famille Moulin-Fournier est rentrée en France 2 mois après avoir été enlevée dans le nord du Cameroun par le groupe islamiste Boko Haram qui réclamait en échange de leur libération, la libération de membres de leur famille. Et puis en Italie, le président Giorgio Napolitano a été réélu à 87 ans pour un second mandat, aux grandes dames de Beppe Grillo qui parle d'un coup d'État et appelle à manifester. Bonjour, merci de nous rejoindre sur France 24 pour ce nouveau journal. Et on revient d'abord sur le soulagement aux États-Unis et surtout à Boston. Après 24 heures de chasse à l'homme, le deuxième suspect des attentats du marathon a été appréhendé. Après avoir été blessé vendredi, Dzhokhar Tsarnaev s'était réfugié dans un bateau en cale sèche. Le jeune Américain d'origine tchétchène est dans un état grave mais stable. Il est soigné en ce moment même à l'hôpital Beth Israël. Les autorités ne lui ont apparemment pas lu ses droits. Le FBI pourrait en effet invoquer l'exception de sécurité publique pour l'interroger. Et puis les sénateurs républicains John McCain et Lindsey Graham ont par ailleurs demandé à Barack Obama qu'il soit considéré comme un ennemi combattant, un statut appliqué aux détenus de Guantanamo. Et rien en apparence ne destinait pourtant ce jeune homme au terrorisme. Les personnes qu'il connaissent décrivent un garçon intelligent, drôle. Son frère Tamerlan, en revanche, n'était apparemment pas aussi à l'aise dans la société américaine. Regardez leur portrait par Florence Tomaso.
Dzhokhar et Tamerlan Tsarnaev, deux frères au profil différent. Âgé de 19 ans, Dzhokhar a souvent été décrit par son entourage comme travailleur et gentil, apparemment entouré d'amis. Contrairement à son frère Tamerlan, de 7 ans son aîné, décrit comme asocial, ayant du mal à s'intégrer dans la société américaine. Les messages déposés sur le site internet YouTube montrent l'intérêt croissant de Tamerlan pour l'islam radical et les troubles qui secouent la Tchétchénie. Ses amis et sa famille déclarent qu'il avait une très forte influence sur son frère cadet Dzhokhar. Mais ont-ils agi seuls? Jusqu'à présent, il n'y a pas de lien vers des groupes terroristes tchétchènes. Selon les experts, le parcours des deux frères relatés sur Internet ainsi que les vidéos regardées suggèrent l'autoradicalisation. Effectivement, des gens, jusqu'à plus ample informé, des loups solitaires qui se sont auto-radicalisés et qui ont monté une action. Je rappelle que Al-Zawahiri, le chef d'Al-Qaïda, qui est toujours bien présent, a donné comme consigne à tous les sympathisants d'Al-Qaïda de par le monde de passer à l'action là où ils le pouvaient, avec les moyens qu'ils pouvaient. Un manuel d'Al-Qaïda existe sur Internet sur la façon de fabriquer une cocotte minute piégée, comme celle utilisée au marathon de Boston. Mais malgré les liens avec l'extrémisme religieux, les experts estiment que la radicalisation trouve son origine dans un motif personnel. Il était vraiment pas bien dans sa peau et il a trouvé que cette solution, le radicalisme, pour faire valoir sa personnalité. Il considérait qu'il n'avait pas d'amis américains et c'est peut-être une sorte de revanche qu'il voulait prendre. Tamerlan a été interrogé par le FBI en 2011 à la demande d'un gouvernement étranger. Selon un communiqué officiel du FBI, le gouvernement étranger en question, vraisemblablement la Russie, affirmait que le jeune homme avait des liens avec des milieux extrémistes, mais aucune preuve n'a été apportée. Leur mère est convaincue qu'ils ont été piégés. Il était contrôlé par le FBI pendant 3 à 5 ans. Il savait ce que mon fils faisait. Il savait quel site internet il consultait. La police et le FBI continuent d'enquêter sur les motivations des deux frères. La famille Moulin-Fournier est rentrée en France ce samedi soir. Ces Français enlevés dans le nord du Cameroun il y a 2 mois avec 4 enfants ont été libérés après d'intenses tractations avec les ravisseurs du groupe Boko Haram qui les détenaient. Ils sont revenus sur les conditions de leur détention. On était dans une sorte de clairière, on était sous un arbre protecteur parce que sans ombre, étant donné la chaleur qu'il y a là-bas, vous ne pouvez pas tenir. Et on a vécu après, voilà, à la belle étoile, par terre, mais avec notre arbre qui nous protégeait. 2 à 4 fois par jour, il fallait demander de l'eau, il fallait presque négocier l'eau, donc c'est déjà une base. Après, on a essayé de discuter un peu plus, mais ça restait très sommaire. Voilà, dans cette affaire, les autorités françaises affirment qu'il n'y a pas eu de versement de rançon. La famille aurait été libérée en échange de prisonniers liés à Boko Haram et retenus au Nigeria et au Cameroun. Précision de notre correspondante Sarah Sako. Il serait une douzaine à avoir été libérés par le Cameroun en contrepartie des otages français dans cette fameuse nuit de jeudi à vendredi. Une douzaine donc de présumés membres de Boko Haram qui étaient détenus ici dans les prisons camerounaises. Il s'agirait, précise une source proche du dossier, plutôt de petites mains de la secte islamiste, des bandits et des trafiquants d'armes probablement arrêtés il y a quelques mois. Il n'y a donc pas eu d'opération coup de poing de la part de l'armée camerounaise qui a extrait la famille Moulin-Fournier à l'extrême nord du pays, mais bien un échange, fruit des négociations menées par Yaoundé avec l'aval de Paris, bien sûr, puisque Paris a suivi de très près ce dossier. On sait notamment que dès le lendemain du kidnapping, des contacts s'étaient multipliés entre chefs coutumiers de la région du lac Tchad, de part et d'autre de la frontière, et ces négociations se seraient ensuite amplifiées après la localisation des otages pour mener à l'opération que l'on connaît aujourd'hui. C'est une première dans l'histoire politique du pays. Le président italien a été réélu pour un second mandat par 738 voix sur 1007 des grands électeurs. Giorgio Napolitano, 87 ans, ne quittera donc pas le pouvoir le 15 mai prochain, aux grandes dames de Beppe Grillo, le chef du mouvement 5 étoiles, et d'une partie de l'électorat. De retour pour un second mandat. Giorgio Napolitano. Pour la première fois dans l'histoire italienne, le Parlement a réélu le président Giorgio Napolitano. Après 5 tours de scrutin infructueux, Napolitano, âgé de 87 ans, a finalement accepté de venir à la rescousse d'un Parlement dans l'impasse. J'espère que dans les prochaines semaines, chacun sera en mesure d'honorer ses obligations.
Nous devons, comme j'ai essayé de le faire, être attentifs à la situation difficile du pays, aux problèmes de l'Italie et des Italiens, ainsi qu'au rôle et à l'image internationale de notre pays. Alors que sa réélection est acclamée par la Chambre des députés, à l'extérieur, une foule en colère du mouvement 5 étoiles manifeste pour exprimer sa frustration. Cela nous donne un sentiment de malhonnêteté et de dépréciation. Napolitano a chuté avec tous ces gens responsables de ce gâchis. Ce dont je suis sûre, c'est que si avant les élections il y avait une fracture entre le peuple et le gouvernement, maintenant il y a un abîme et ils vont le payer très cher. La tâche du président réélu s'annonce lourde. Il va devoir former une coalition gouvernementale. Le pays a connu un gouvernement intérimaire pendant des mois, dirigé par l'économiste Mario Monti. Les élections de février dernier n'ont pas permis de dégager une majorité pour gouverner. En tant que président, Napolitano a le pouvoir de convoquer de nouvelles élections si les partis ne peuvent pas travailler ensemble pour former un nouveau gouvernement. 13 800 000 Irakiens étaient appelés à renouveler leurs assemblées provinciales ce samedi. La campagne a été marquée par des violences. 14 candidats ont été assassinés et ce samedi, une douzaine de bombes ont explosé un peu partout dans le pays et des obus de mortier ont été tirés en direction des bureaux de vote. Les bureaux de vote ont fermé en Irak après le premier scrutin organisé depuis le départ des Américains fin 2011. Selon la commission électorale indépendante, le taux de participation serait de 51%. Le dépouillement débute ce dimanche, mais les résultats ne seront pas connus avant la fin du mois. Le vote est maintenant terminé. Les bureaux ont fermé à 17h, heure locale, selon l'heure prévue par la commission électorale indépendante. Les employés commencent le processus de tri et de comptage en présence des entités politiques et des observateurs. Ce scrutin, placé sous haute surveillance, aura été émaillé d'incidents violents. Samedi matin, 3 électeurs et un policier ont été blessés par des tirs de mortier dans une école de Latifia au sud de Bagdad. Dans le même temps, une douzaine d'explosions ont retenti dans le nord du pays, mais aussi près de la ville méridionale de Hilla. Le pays fait face à une recrudescence des attentats. Plus de 100 personnes ont été tuées depuis dimanche. Cette élection est considérée comme un test pour les différentes forces politiques du pays. Si Dieu veut, ces élections vont être puissantes. Elles devraient avoir d'importantes répercussions et ouvrir la voie à une nouvelle étape dans l'histoire de l'Irak. 8000 candidats briguent environ 378 sièges. Ces élections donneront une indication sur la popularité du Premier ministre chiite Nouri al-Maliki avant les législatives prévues l'an prochain. Mais les observateurs doutent de la crédibilité de ce vote. Seules 12 des 18 provinces irakiennes y ont participé. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain journal dans une vingtaine de minutes. Bagdad, le 20 mars 2003, un déluge de feu embrase les rives du Tigre. Ce jour-là, le destin de la capitale irakienne bascule. En quelques jours, le régime de Saddam Hussein va s'effondrer. George W. Bush vient de lui déclarer la guerre. L'opposition de la France n'y changera rien. L'opération Liberté pour l'Irak est lancée, sans mandat de l'ONU. Les premiers bombardements visent des bâtiments officiels. L'invasion terrestre sera lancée le soir même. Les troupes américano-britanniques franchissent la frontière par le Koweït. 3 semaines après les premières frappes, à 18h49 précise, le mercredi 9 avril, l'énorme statue en bronze de Saddam Hussein est renversée, une image qui restera dans l'histoire. George Bush et son secrétaire d'État Colin Powell ont réussi à convaincre, sans preuve, une bonne partie de l'opinion américaine que le régime de Saddam Hussein possédait des armes de destruction massive. W a presque fini le job que son père lui avait laissé en héritage. Le 1er mai, il assure que l'essentiel des combats est terminé. Major combat operations in Iraq have ended. In the Battle of Iraq, the United States and our allies
have prevailed. Mais dès l'été, de terribles attentats secouent le pays, sont notamment visés le siège de l'ONU, des commissariats, des antennes de la Croix-Rouge. Les Nations Unies et de nombreuses ONG quittent un Irak qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. Décembre 2003, caché dans un trou, Saddam Hussein, méconnaissable, est capturé comme un vulgaire fugitif dans son fief sunnite de Tikrit. Remis à un tribunal dominé par les chiites, majoritaires dans le pays, il sera condamné à mort par pendaison. Quel bilan 10 ans après la chute du dictateur? Un chiffre, 100 000 victimes dans des attentats qui restent quasi quotidiens. Et un constat, l'impasse politique. France 24 revient à Bagdad avec Billet Retour, le nouveau magazine de la rédaction. Après l'explosion des bombes et l'exposition aux caméras, comment vivent les Bagdadis? À quoi ressemble la ville? Reportage. Depuis un siècle, la rue Al-Mutanabi est le cœur littéraire de Bagdad. Un marché aux livres connu dans tout le monde arabe et une oasis de paix dans une ville en proie au chaos. Les bouquinistes étalent les ouvrages à même le sol dans cette artère piétonne qui attire les hommes de lettres de tout l'Irak. Au coin, le café Chabandar est une institution. Depuis 1921, les habitués se retrouvent ici pour débattre de politique et de poésie, dans les volutes de fumée de chicha. Lorsqu'il reprend le café en 1963, Mohamed décide de stopper les jeux d'argent et d'en refaire un lieu d'échange et de culture. Le café a commencé à prospérer. Ça a attiré les écrivains, les poètes, les avocats et les magistrats. Certains étudiants choisissaient ce café pour retrouver leurs enseignants et pour étudier. Le ministre du pétrole est venu chez moi il y a quelques jours et il m'a dit qu'il avait fini ses études d'architecture ici. En plus de la rue Al-Mutanabi pour la vente des livres, le café Chabandar est devenu la porte du quartier. Comme on dit, on rentre dans une maison par la porte d'entrée, eh bien, tout le monde passe ici avant d'aller dans la rue acheter des livres. Le docteur Shafik Al-Mahdi a ses habitudes au Chabandar. Poète et réalisateur, il est le directeur du Théâtre national de Bagdad. Durant les 10 années de guerre puis de violence qui ont secoué l'Irak, il s'est battu pour sauver l'âme de la cité. L'homme de culture irakien, je l'appelle The Wall, le mur. Il a protégé l'Irak plus que les hommes politiques, plus que l'armée, plus que la police. Enfant de Bagdad, Shafik rêve d'une autre époque. Celle où la ville était une capitale culturelle qui rayonnait dans tout le Moyen-Orient. Dans les années 60-70, c'était la rue la plus célèbre de Bagdad, la rue des théâtres. Il y en avait 5. Il y avait 15 cinémas. Il y avait le Al-Nasser, le Sinbad. Il y avait une vie extraordinaire ici. Il nous emmène à la rencontre de jeunes comédiens. Ils répètent au Forum du théâtre. Ça, c'est Saddam, mais pas Saddam Hussein. Le Forum du théâtre est financé par l'État. Il est installé dans la maison d'un ancien Premier ministre irakien. Une superbe bâtisse d'un autre temps, sur les rives du fleuve Tigre. La maison sert aujourd'hui de centre de répétition et accueille parfois des spectacles. Ça, c'est la génération 2003.
donc après la chute du régime. À l'époque, ils avaient 10-12 ans. Les jeunes répètent en toute liberté, ce qui était impensable sous Saddam Hussein. Quand nous répétions, il y avait des agents du renseignement. La moindre allusion au régime ou au parti voulait dire à l'époque la fin des répétitions et une arrestation. S'il n'y a plus de censure d'État, le pays est aujourd'hui divisé sur des lignes confessionnelles. Et les pressions viennent d'ailleurs. Des religieux proposent beaucoup d'argent aux comédiens pour qu'ils fassent des pièces religieuses. Ils essayent de les manipuler. Ça ne correspond pas à ma vocation. L'art, c'est un message, une pièce de théâtre pour provoquer une révolution dans le pays. Ces jeunes se préparent à jouer sur l'une des plus grandes scènes du pays, le Théâtre National, dirigé par Shafik. Depuis 5 mois, une comédie est à l'affiche et c'est un triomphe. Déjà 400 000 spectateurs. La pièce raconte l'histoire d'un politicien qui rentre de 10 ans d'exil et essaye de faire campagne dans l'Irak d'aujourd'hui. Les spectateurs viennent de toutes les classes sociales. Le billet coûte à peine 4 € et les Bagdadis sont friands de comédie, même quand la violence frappe les rues de la ville. Malgré la force des attentats, aujourd'hui, le public est là. Et ça fait plaisir. Ça veut dire qu'il y a une volonté de venir au théâtre et de continuer de vivre normalement. Et ça, c'est très important. À Bagdad, le calme ne dure jamais. En ce 19 mars, Al-Qaïda célèbre les 10 ans de la guerre par un bain de sang. اليوم بغداد حصلت فيها انفجارات في حصيلة أولية استشهاد 60 شخص وإصابة 200 آخرين في سلسلة التفجيرات التي هزت العاصمة بغداد. Dans les minutes qui suivent, les rues se vident, les magasins ferment, les policiers bloquent les rues et les Bagdadis se terrent chez eux. Les attaques ne visent pas toujours les ministères ou les forces de l'ordre. Les terroristes frappent à l'aveugle. Dans ce quartier chiite de Bagdad, une voiture piégée a explosé dans cette ruelle. Cette maison a été abîmée. Regardez la porte. Oumali! Ça, ils l'ont réparé. Les vitres qui étaient cassées ici, à l'intérieur. Regarde les dégâts aussi de l'autre côté. Qui peut accepter ça? Les carreaux sont déjà remplacés et la carcasse de la voiture piégée a été évacuée. Partout, la population supprime toute trace d'attentat immédiatement, comme pour exorciser la violence. Pourquoi? Pourquoi ils nous font ça? On est des gens pauvres, tranquilles chez nous. Il n'y a ni président, ni ministre qui habite ici. Des gens ordinaires. Pourquoi ils nous veulent du mal? Et c'est ça leur Irak? Pourquoi ils font ça à leur pays? Pourquoi? Ils veulent le détruire? Depuis l'occupation, nous ne sommes pas tranquilles. Pauvreté, violence, assassinat. Certaines traces sont plus dures à effacer. Depuis l'attaque hier, Sajjad est prostré devant la télévision. Lui, le pauvre, il a été affecté par ce qui s'est passé. Il est encore en état de choc, il ne joue pas, il ne parle pas. Il a refusé d'aller à l'école aujourd'hui. Mohamed Sabah, le chef de famille, s'est blessé à l'œil lors de l'explosion. Il se sent désarmé
et dénonce l'impuissance de la classe politique. On n'a pas de service de sécurité fiable. Tous les officiels ont au moins 40 gardes du corps, mais moi, qu'est-ce que j'ai? Comment veux-tu que je me protège? Avec un couteau? J'avais même pas de pistolet ici. La violence en Irak ne se compte pas qu'en nombre de morts. Abderrahman a 14 ans. Il est serveur dans ce restaurant. Son père est en prison à Abu Ghraib, accusé d'avoir tué un homme lors des violences sectaires qui ont secoué l'Irak en 2006-2007. Il y a eu des problèmes. Nous avons été obligés de quitter notre maison et j'ai été obligé de travailler. J'ai arrêté l'école. On a changé de maison et maintenant on est ici. On s'est installé et on essaie de démarrer. Mon père est en prison depuis 6 ans. Mon salaire, je le donne à ma famille. Ils achètent ce qu'ils veulent et quand ils vont voir mon père, ils lui achètent des choses sur les marchés et ils les lui amènent. Ici, Abderrahman est plus qu'un employé. Amar, le patron, s'est pris d'affection pour le jeune homme. Abderrahman, c'est un cas particulier. Il est très jeune et la société arabe n'est pas complaisante avec un jeune qui ne travaille pas. Nous, on fait de notre mieux pour le protéger avec nos petits moyens. Tous ceux qui travaillent ici l'apprécient beaucoup. Il est comme notre petit frère et on le chouchoute. Abderrahman travaille 6 jours sur 7 et gagne environ 60 € par semaine. Son jour de repos, il le passe ici, au club de boxe thaï de la police de Bagdad. Quand j'arrive, je fais l'échauffement. Après, je fais du sac de frappe. Ou bien je m'entraîne avec quelqu'un qui met des protections. Et après, on fait du combat. Moi, ils n'ont pas voulu que je paye. On m'a dit, toi, tu ne payes pas. Alors que tous les autres payent. La boxe, c'est l'occasion de côtoyer ses héros. Sajad vient de rentrer de Thaïlande où il a terminé second dans une grande compétition internationale. C'est un modèle pour Abderrahman. Le sport, c'est la seule chose qui nous permet d'espérer. Tu sais, le peuple irakien est étouffé, la situation n'est pas bonne, les horizons sont bouchés. Mais quand ils viennent ici, quand ils font du sport, ils sentent qu'ils peuvent respirer, qu'ils donnent quelque chose à leur pays et à eux-mêmes. Abderrahman s'entraîne dur dans l'espoir de défendre un jour les couleurs de son pays à l'international. Plus qu'un sport et une passion, pour lui, le kickboxing est un avenir. J'espère que je serai un champion un jour, un grand kickboxer, et que je pourrai continuer à ce rythme. Quoi qu'il arrive, je vais continuer ce sport. J'espère que je vais gagner un championnat et que je vais pouvoir voyager. Les entraîneurs ici me souhaitent de réussir. À l'image d'Abderrahman, la population brisée par 10 ans de violence reprend tout doucement espoir. La vie quotidienne qui renaît entre 2 attaques donne à Bagdad, cette princesse défigurée, l'envie de croire à nouveau en son avenir. Un jour, ils m'ont emmené et m'ont mis sur un bateau. Et ils ont officiellement pris ma nationalité égyptienne. Un témoignage parmi tant d'autres pour retracer l'histoire de la communauté juive d'Égypte. Dans son documentaire Juifs d'Égypte, le réalisateur Amir Ramsès met en évidence la montée de l'antisémitisme dans son pays, lié notamment au conflit israélo-arabe, un sujet très rarement abordé. Nous avons tous vu une distorsion dans le concept de l'autre dans la mentalité égyptienne ces dernières années. En remontant aux années 30 et 40 du siècle dernier, lorsque l'identité égyptienne était un concept plus large, on peut montrer la tragédie que nous vivons maintenant. C'est de là que vient l'idée de faire un film sur les Juifs égyptiens. Un film qui a d'abord été interdit dans les cinémas locaux. Afin de pouvoir le projeter, Amir Ramsès a dû le présenter comme une œuvre de fiction.
C'était important de faire un film sur cette partie de l'histoire égyptienne. Beaucoup de gens ne sont pas au courant et ils ne peuvent pas comprendre ce qu'il s'est passé ou les circonstances de cette époque. La communauté juive d'Égypte a compté jusqu'à 80 000 membres. Aujourd'hui, ils sont à peine 200. Leur exode a commencé avec la création d'Israël en 1948 et la majeure partie d'entre eux ont été expulsés après la crise du canal de Suez en 1956. Magda Haroun est l'une des rares à être restée au Caire. Malgré la montée du sentiment anti-juif, elle n'est pas prête à quitter le pays. Juif signifie sioniste, signifie israélien et donc espion et ennemi. Aujourd'hui, quand je rencontre quelqu'un qui me dit qu'il n'en peut plus et qu'il veut partir, je réponds « Nous ne quitterons pas le pays, nous ne le quitterons pas, c'est notre pays ». Un pays où il ne reste que quelques synagogues, aujourd'hui abandonnées, comme ici au Caire.